Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre la retransmission en direct ici du Palais du Peuple de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Nous sommes en deuxième journée consécutive basée sur l'évaluation de l'état de siège dans des provinces dans la partie est de la République démocratique du Congo, à savoir la province de l'Ituri, mais également la province du Nord Kivu. Dans cette deuxième journée consécutive, les travaux se sont passés par des répartitions, 3 répartitions, des sous-commissions notamment, la commission des métiers, la commission de la levée, mais également la commission des réqualifications de l'état des sièges. Top 243 News va vous faire comprendre dans ce nouveau numéro à travers des interviews à chaud à l'issue de ces assises de ce mardi 15 août 2023 ici pour comprendre avec vous ensemble l'utilité de ces assises ici. Comment se déroulent ces travaux et quelles sont les résolutions qui seront prises dans cette deuxième journée et quelle sera la journée de demain pour comprendre réellement la convocation de la table ronde autour de la question basée sur évaluation de l'état des sièges en République démocratique du Congo. Suivez. Ça évolue bien. Depuis hier avec les discours des chefs de l'État lors de l'ouverture de la séance de la table ronde convoqué pour les 2 provinces sous état de siège, le chef de l'État lui-même, dans son message, il a dit que l'état de siège n'a pas une vocation à se pérenniser. Et qu'à cela ne tienne, comme les coordonnateurs, c'est le Premier ministre, il y a 3 commissions qui se sont constituées. La première commission est la commission qui se base sur le maintien de l'état de siège. Ils sont là pour étoffer les éléments et les arguments possibles pour le maintien de cet état exceptionnel. Deuxième commission dont moi je fais membre, c'est la commission de la réqualification de l'état de siège. Et troisième commission, c'est la commission pour la levée de l'état de siège. À ce qui concerne principalement la première commission, aujourd'hui, il y a des incidents qui se sont produits dans la mesure où les participants venant de 2 provinces sous état de siège ont vidé la séance. Ils se trouvent non concernés. D'après eux, normalement, ils devaient faire membre de la 3e commission, la levée de l'état de siège. Et la modération n'a pas été à la hauteur. On n'a pas voulu tenir compte de toute attente. C'est comme ça qu'ils se sont trouvés dans l'obligation de vider la séance dans la mesure où ils ont laissé dans cette commission des métiers de l'état de siège, primo, les experts venus du gouvernement de la République, de la présidence, ainsi que les membres qui viennent d'une délégation des gouverneurs de l'état de siège. Mais les concernés, entre autres les députés nationaux et sénateurs, les députés provinciaux, les forces vives, que le mouvement citoyen et la jeunesse des 2 provinces concernées, ils ont vidé cette commission. Par rapport à notre commission, il y a eu un débat très houlé. Nous avions procédé à une élection parce que ça se passe à l'Assemblée nationale et vous êtes sans ignorer quelques normes que nous avions appliquées relèvent des méthodes purement parlementaires qui a fait à ce qu'on a voté parmi les résolutions, mais la majorité, à 90% de notre commission, ont voté aussi pour la non-réqualification de l'état de siège parce qu'ils trouvent la réqualification, entre guillemets, c'est une pérennisation de l'état de siège sous notre forme. C'est pourquoi ils se sont décidés de voter contre même la réqualification dans la mesure où il n'y a pas de base constitutionnelle par rapport à la réqualification et cette réqualification pécherait contre la volonté ultime de la population que nous représentons au sein de cet hémicycle. Alors, c'est ça. Par rapport à la 3e commission, qui est la commission de la levée de l'état de siège, il y a eu une unanimité des membres qui ont voté presque pour. Du fait, c'est ça l'attendement de la population congolaise.
Alors moi, comme député de l'Union sacrée, nous pouvons aller aux côtés du peuple, comme notre autorité suprême, le chef de l'État Fatou Béton, écoute toujours la population congolaise. Je pense que nous tous, nous serons dans l'obligation de l'appuyer lorsqu'il va prendre cette décision qui s'impose, qui est la levée pure et simple de l'état de siège. La lecture combinée de l'article 85 de la Constitution, l'article 144, l'article 145 de la Constitution, c'est-à-dire le pouvoir constituant originel lui-même, lors de l'élaboration de la Constitution du 18 février 2006, la Constitution en vigueur de la République démocratique du Congo a institué l'état de siège comme un état exceptionnel. C'est pourquoi, lorsque vous lisez les alinéas 3 de l'article 144 de la Constitution, l'ordonnance des chefs de l'État n'avait qu'un durée de 30 jours. Et chaque fois, on devait renouveler pour une durée de 15 jours par l'Assemblée nationale que nous représentons et le Sénat, le Parlement congolais. Alors, l'esprit même des pouvoirs constitutionnels originels, ce n'était pas pour que ces régimes puissent s'ériger à une institution régulière, à une institution pérenne. C'était uniquement pour réguler lorsqu'il y a des situations graves qui menacent la sécurité publique de l'État. Mais la population, comme souverain primaire, s'est décidée. Et de deux, notre pays est souverain. Et cette souveraineté appartient au peuple. C'est l'article 5 de la Constitution. Et que ce soit les chefs de l'État. Et nous, comme parlementaires, et a fortiori moi comme avocat, nous n'avons pas autre obligation de respecter d'abord notre souveraineté que d'écouter les normes ou bien les accords des principes au niveau international. Je pense, d'abord, nous partons, je suis de ceux-là qui soutiennent la primauté de notre Constitution, la primauté de notre souveraineté par rapport à tous les accords possibles que l'État peut conclure avec. Par rapport au processus électoral, comme vous en insistez beaucoup, tu vois, d'emblée, j'étais en train d'esquiver ces points parce que moi-même, je suis acteur comme politique, je suis candidat et je vais participer. Je ne voulais pas, depuis le début, qu'on puisse nous qualifier, nous voulons faire partie de l'état de siège pour nos intérêts électoralistes, que ce soit pour nous les députés, que ce soit pour les chefs de l'État. Mais j'ai voulu à ce qu'on comprenne que la population ne fait plus confiance à cette institution exceptionnellement créée par la Constitution. Et à l'heure actuelle, nous devrions normalement faire le retour à l'ordre constitutionnel. Entre autres, c'est-à-dire dans la province du Nord Kivu, comme le gouverneur est seulement aveilleuse, de rentrer dans ses compétences de gouverneur. Et pourquoi pas, là, je rallie mes analyses par rapport à un expert militaire, d'ailleurs, qui est d'origine de l'Ituri, il s'appelle le général 3 étoiles Agour, qui est l'un des experts rares en matière d'armée. Il a dit non, il est écrit par un livre par rapport à la sortie de l'état de siège. Quel serait le sort de l'armée et des forces de défense? Il a dit non, il faut peut-être la levée de l'état de siège et après ça créer des zones de défense spécialisées dans les deux provinces. Et par rapport à la province de l'Ituri, vous êtes sans ignorer que le gouverneur Bamanisa a été déchu avec son gouvernement, mais la loi donne quand même des brèches pour que le vice-gouverneur puisse assurer les affaires, les affaires courantes ou l'intérim jusqu'à l'organisation des prochaines élections. D'ailleurs, la Constitution elle-même préconise même 90 jours avant pour que les élections s'organisent. Alors moi, comme juriste, comme parlementaire, j'ai toute l'amabilité de faire respecter, légaliste que je suis, de respecter la Constitution, les lois de la République, ainsi que les conventions, les traités internationaux dûment ratifiés par la RDC. Alors, pour les cas sous examen, c'est le vice-gouverneur. S'il y a des petits soucis par rapport au vice-gouverneur, il y a même un ministre président qui peut assumer favorablement ses rôles. Alors, on ne peut pas créer la roue dans la mesure où la roue a été déjà créée et bien fondée. Les travaux se passent bien, conformément au programme. La journée d'hier, c'était la journée introductive avec les discours d'orientation et de cadrage du chef de l'État et l'approche méthodologique fixée par les premiers ministres. Alors, les 500 délégués se sont divisés en
3 commissions qui devaient chacune discuter sur les 3 options qui étaient retenues, à savoir l'option levée de l'état de siège, l'option maintien et l'option requalification. Hier, les 3 groupes ont pu mettre en place leurs équipes de modération. Et aujourd'hui, je crois qu'ils ont commencé les travaux très tôt matin, vers 9h. Et pratiquement, aux environs des 17h, tous les groupes ont terminé leurs travaux. Et les rapports de travaux des commissions ont été présentés au Premier ministre venant en plénière. Et de là, le ministre sera en contact avec le chef de l'État qui viendra donc clôturer les travaux demain et déterminer la suite des opérations. L'initiative de la déclaration de l'institution de l'état des sièges sur les 2 provinces, les 3 mai 2021, c'est une initiative du chef de l'État. Conformément à la Constitution, il a consulté le président de chambre et le Premier ministre. Alors, aujourd'hui, les articles 85 et 144 et 145 prévoient l'hypothèse de la fin, c'est-à-dire par parallélisme des formes ou par décision, une résolution de l'Assemblée nationale. Donc, le chef de l'État a pris une option beaucoup plus démocratique, celle de passer, n'est-ce pas, par la consultation de toutes les forces vives. Donc, cette table ronde veut analyser, au fond, qu'est-ce qu'on a tiré comme avantage sur le plan de la thématique de défense et sécurité, quelles sont les avancées en matière de gouvernance, quelles sont les avancées en matière de liberté et de droits, et surtout sur le plan de l'objectif qui était la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Donc c'est ces débats-là qui étaient essentiellement menés au sein de la Commission, mais tous ces matériaux seront remis au chef de l'État qui, n'est-ce pas, garde la main et le monopole de la prise de décision, en se fondant bien sûr sur les attentes, sur les aspirations de toutes les forces vives qui seront exprimées par ici. C'est un mécanisme de sauvegarde de la démocratie par une sorte de riposte, comment dirais-je, une riposte qui puisse faire face à la menace et ainsi arriver à la restauration de la démocratie. Donc, en principe, l'état de siège et exercice de liberté fondamentale sont deux éléments antagoniques. Donc, si nous devons restaurer la démocratie, il faut vraiment requalifier cet état de siège et permettre à ce qu'il y ait des élections dans 3 mois. Je crois que tous ces paramètres seront intégrés dans l'analyse de prise de décision du chef de l'État. Les processus électoraux se passent, sauf que malheureusement, il y a une partie de la République qui en sera privée et dans d'autres parties, les débats démocratiques, les manifestations, les campagnes se feront dans un état de morosité et de juridique. L'ambiance est vraiment au top, ça évolue tellement bien. Et nous avons constaté surtout une harmonie dans le partage d'idées. Vous le savez, on a dit répartir les participants à 3 équipes, à 3 commissions, voulais-je dire. Et chacune des commissions exploite une thématique, toujours qui tourne autour de l'évaluation de l'état des sièges. La première thématique traite de la levée de l'état des sièges, la deuxième traite de la requalification de l'état des sièges et la troisième traite de la maintenue de l'état des sièges. Et nous avons constaté surtout un mouvement
de la troisième commission qui parle du maintien de l'état de siège. Un mouvement massif de participants qui quittent cette commission et qui viennent vers la commission qui traite de la levée de l'état de siège. Donc nous constatons par là que les sentiments ou les soucis majeurs de la population que nous représentons ici, parce que nous sommes là pour l'intérêt de la population, les sentiments sont plus orientés vers la levée de l'état de siège. Et donc je peux souligner déjà dorénavant, avant même la clôture de différents travaux en commission, que les soucis majeurs restent focalisés sur la levée pure et simple. Donc c'est l'unique et la seule option que nous soutenons tous. Vous allez comprendre par là que la population est très fatiguée de cette mesure d'exception. Et c'est une mesure qui est d'ailleurs impopulaire, qui n'a pas du tout répondu à la grande satisfaction de la population. Nous le savons tous que la grande décision revient au chef de l'État. Et ça fait partie de son pouvoir discrétionnel, comme vous l'avez dit. Mais c'est un président qui, avant de décider, consulte d'abord l'opinion populaire. C'est dans ce sens-là même qu'il a dû convoquer cette table ronde. Si tout dépendait de lui seul, il aurait déjà décidé depuis très longtemps. Parce qu'il a eu plusieurs rapports, il y a eu à nous envoyer sur le terrain pour 4 missions consécutives. Et nous lui avons remis des grands rapports. Et donc, si le président, il a pris au chef de l'État de convoquer cette table ronde, c'est la preuve à suffisance que le président, c'est quelqu'un qui ne décide pas seul. Avant de prendre une éventuelle décision, il recourt toujours à une consultation populaire. Et voilà, je pense que les condensés de ces travaux que nous sommes en train d'effectuer lui permettra de prendre une décision. Mais en tant qu'un député de l'Union sacrée, il est mon président. Vous savez que nous approchons une période électorale, nous sommes en pleine période préélectorale. Et je pense que le président ne saura pas prendre une décision impopulaire, une décision qui ira contre les soucis de la population. Et donc, vous le savez bien, et je l'annonce déjà que sur les 3 options qu'on nous a soumises, j'aimerais dire que les 2 options sont impopulaires. Parce que même s'il faut parler de la réqualification, c'est une autre forme de l'état de siège. Donc nous ne soutenons pas la réqualification, nous ne soutenons pas le maintien de l'état de siège. Nous sommes pour une, et je dis bien, j'insiste, une seule option qui est la levée pure et simple de l'état de siège. Et je suis convaincu, je suis rassuré que le chef de l'État n'ira pas à l'encontre de ces soucis-là. Il faut retenir que des personnalités représentant les leaderships, société civile, assemblée provinciale, gouvernorat, même les chefs coutumiers, et une note qui a réfléchi sur le maintien. Maintenant, tout à l'heure, ici, le Premier ministre va recevoir les conclusions de ces commissions. Et demain, nous allons clôturer cette table ronde. Et tout cela sera transmis au chef de l'État, remis au chef de l'État. Et ça lui permettra, avec ses enrichissements, dans sa discrétion, telle que la Constitution le prévoit, de prendre l'option juste, bonne pour le Congo et les Congolais. Il n'y a pas question de pouvoir ici. Ici, nous avons, le chef de l'État a invité certains des compatriotes congolais pour réfléchir sur une question et lui donner avis et considération. Personne ici n'a un mandat spécial ou particulier. Personne ici n'est revêtu d'un pouvoir spécial ou particulier. Donc, quiconque parmi nous aujourd'hui peut, pour une raison ou une autre, soit ne pas participer à une commission, changer même de commission, parce qu'il est bloqué dans la réflexion. Et ça n'a aucune incidence sur le déroulement de la table ronde, parce qu'au finish, ces avis et considérations seront transmises telles quelles au chef de l'État, président de la République, qui, conformément à ses pouvoirs constitutionnels, dans sa discrétion, va lever une option. Donc il n'y a aucune incidence. Oui, en fait, si on parle maintenant élection, il peut arriver à considérer que le 20 décembre, il y a vote. Au mois de novembre, le 19 ou le 20 novembre, c'est le début de la campagne. C'est-à-dire que les acteurs politiques doivent se déployer pour battre campagne dans la province du Nord-Kivu et dans la province de l'Ituri. Encore qu'il faut aussi réaliser que les territoires de Rutshuru et de Massissi
Ça, c'est dans les provinces du Nord Kivu, mais aussi de Kwamuntu, dans le Congo, n'ont pas pu bénéficier de l'enrôlement des électeurs. C'est en attente pour permettre aussi à ce que les bureaux de réception des candidatures puissent s'ouvrir. Donc il y a une volonté politique de vouloir redéployer la CENI dans ces territoires, et tout ça aussi, toutes ces réflexions vont permettre à ce que le président de la République prenne la bonne décision pour que tous les Congolais aillent aux élections. Trouvez l'information certifiée en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Ça s'est fait par le biais de votre groupe média Top 243 News qui vous livre l'essentiel de l'information en République démocratique du Congo. Ça fait débat partout. On fait la grande une d'actualité, mesdames et messieurs, pour comprendre avec vous. Nous venons de suivre quelques différentes réactions de ceux qui ont pris part à ces assises des 72 heures. Nous sommes dans les 48 heures de ces assises ici, en direct au Palais du Peuple, dans la salle du Congrès de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Vous venez de suivre quelques réactions à l'issue de ces travaux ici qui se fait déjà, avec des résolutions qui seront présentées au président de la République par les biais du chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, mais également à son tour, il va présenter au président de la République, Félix Tshisekedi, pour en faire ce qu'il veut, parce que le pouvoir discrétionnel est émanant du président de la République pour décider sur les sorts de cet état de siège dans des 2 provinces. Également, au cours de ces entretiens, vous avez compris que l'impact réel de la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges est uniquement qui fait l'actualité basée sur l'évolution, mais également les échéances électorales qui se pointent à l'horizon pour le mois de décembre 2023. Le conseiller spécial du président de la République dans les domaines électoraux, Jacquemaine Chaban, vous a fait comprendre comment il était impérieux de passer à cette table ronde afin d'avoir un processus électoral apaisé pour les élections 2023 ici à Kinshasa. Restez connectés pour la suite. On va d'abord comprendre avec vous dans cette réalité basée uniquement pour voir comment les décideurs vont s'établir pour vous apporter l'éclaircissement pour ces 3 jours consécutifs ici à Kinshasa. Merci. Vous vous asseoir. À l'ouverture de la table ronde sur l'état des sièges dans les provinces de Ituri et du Nord Kivu, suivi du discours d'orientation de votre autorité et après d'intenses travaux dans les 3 commissions, nous voici devenus en plénière pour la restitution. Nous inviterons à ce micro le président et le rapporteur de chaque commission pour la restitution, et ça se fera de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire 5 minutes pour chaque commission. Après lecture, le président de chaque commission transmettra le rapport de la commission à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Voici donc les 3 commissions concernées. Commission 1, c'est celle à qui il a été demandé d'examiner l'option maintien de l'état de siège. Commission 2, c'est celle qui devait faire l'analyse sur l'option réqualification de l'état de siège. Commission 3, c'est celle qui devait réfléchir sur l'option levée de l'état de siège. Immédiatement après l'analyse des rapports, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, prendra la parole pour le mot de remerciement. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous invitons le président et le rapporteur de la commission qui a examiné le maintien de l'état de siège.
Mesdames et messieurs les participants, pour gagner un terme de temps, nous faisons directement la lecture de notre rapport, le rapport de votre commission intitulé « Maintien de l'état de siège ». L'option hautement stratégique et politique de la mesure de l'état de siège a été motivée par l'impératif de restaurer la paix de manière définitive et l'autorité de l'État dans une zone devenue non-État. Compte tenu des contextes sécuritaires actuels dans les deux provinces d'État de siège, avec l'expansion de la zone d'influence des terroristes, ADEF, MTN, couplé à l'activisme des groupes armés locaux, Codeco, Zaïre, EPIC et tant d'autres, au Nord Kivu, avec l'agression du Rwanda, ouvert sous M23, l'urgence serait de maintenir les dispositifs et la posture stratégique de l'état du siège. L'État doit plutôt doubler et reconcentrer la pression sur l'ennemi en vue de rétablir la paix, de restaurer l'autorité de l'État et de sécuriser durablement les populations. La Commission a développé un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'opportunité de maintenir l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce point a été abordé par deux approches. La première a consisté à développer un argumentaire à même de justifier le maintien de l'état de siège au regard de l'évolution actuelle du contexte sécuritaire, politique, social et économique. Cette approche est développée à partir de la question suivante. Est-ce que, en date de ce jour, les conditions ayant justifié la proclamation de l'état de siège dans les provinces concernées ont-elles évolué favorablement, oui ou non? La réponse est simple. Les conditions qui ont prévalu à l'instauration de l'état de siège demeurent à ce jour. La deuxième approche a consisté à formuler des recommandations en rapport avec des points intégrants l'argumentaire. Dans ce sens, les participants à la commission maintien de l'état de siège ont tenu à référer deux points. 1. Le rôle des acteurs politiques, économiques et sociaux dans les efforts de pacification des provinces concernées. 2. La stratégie et la politique d'amélioration des conditions socio-économiques et humanitaires des populations locales. Ainsi, votre commission maintien de l'état de siège a donné une justification à ce maintien en ces termes. L'état de siège doit être maintenu au regard des facteurs suivants. Les conditions qui ont justifié en son temps l'état de siège persistent jusqu'à ce jour. Le caractère asymétrique de la guerre, la porosité de nos frontières, ainsi que la présence de groupes et armées étrangers requièrent plutôt assez de temps pour obtenir les dividendes de l'action militaire multidimensionnelle. 3. L'état de siège doit être maintenu au regard des avancées constatées notamment dans l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées.
la réduction de la fraude minière et douanière transfrontalière, réduction des tensions intercommunautaires ainsi que la stabilité de l'administration. 4. Les efforts observés dans la résolution des conflits intra- et intercommunautaires grâce à la neutralité de la gouvernance de l'État qui siège en faveur du maintien de l'État de siège. 5. Le maintien de l'État de siège est de nature à impacter positivement sur l'état d'esprit de nos troupes en ce moment où l'ennemi extérieur se renforce sur le terrain avec des ambitions de balkaniser les Congo. 6. Sixième argument, le renforcement des unités par de nouvelles troupes, une logistique conséquente ainsi que l'appui des partenaires militaires plus fiables peuvent renforcer l'état du siège. 7. L'état de siège a permis la réduction des conflits coutumiers. De l'instabilité des institutions provinciales. L'état de siège est venu mettre fin aux rivalités entre leaders politiques sur base ethnique, permettant ainsi la stabilisation des institutions provinciales. 8. L'état de siège a permis de limiter le courage de recettes, et de favoriser la remontée des recettes fiscales et institutionnelles qui profitaient aux pays voisins, l'état de siège 9. L'état de siège a contribué, dans son volet justice militaire, à restaurer l'autorité de l'État et dans son volet exécutif, la construction et la réhabilitation des infrastructures publiques, assurer la prise en charge effective et qualitative des agents et des services de l'État. Ainsi formulés, ces arguments nous ont amené, nous, votre commission, à faire des recommandations suivantes. Première recommandation, maintenir l'état de siège jusqu'à la fin de l'état fixé. Deuxième recommandation, prendre des mesures d'application de la loi sur la réserve, armée de la défense. 3. Opérationnaliser les PDDR-RCS. 4. Doter l'armée des services de sécurité des moyens opérationnels et matériels adéquats. 5. Assouplir certaines mesures d'accompagnement, notamment sur la restriction de certains droits et libertés des citoyens. 6. Renforcer la coordination des opérations au sein de notre armée et avec des partenaires régionaux fiables. 7. Intensifier le processus de recrutement pour augmenter les effectifs dans l'armée et la police nationale congolaise. 8. Rationaliser les mécanismes d'affectation, d'acheminement et de gestion des fonds et des matériels liés à l'état du siège grâce à la fiabilité, traçabilité, rédévabilité et le contrôle. 9. Clarifier la responsabilité du ministère de la Défense, responsable de la mise en condition et de la mise en œuvre, le commandement
des opérations au niveau stratégique, opérationnel et tactique, conformément à l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. 10. Prendre des mesures opérationnelles préventives spécifiques pour les sites Kivu, Haut-Tuélé et Bas-Tuélé parce que nous avons considéré que ce sont des zones d'intérêt des groupes armés. 11e recommandation, relever les unités de forces de défense et de sécurité longtemps déployées dans les théâtres des opérations dans la partie est de la RDC. 12. Identifier tous les tireurs de ficelle et les mettre hors d'état de nuit. Identifier tous les tireurs de ficelle et les mettre hors d'état de nuit. 13. Mettre en place une coordination dans les provinces concernées chargées de développer des actions de renforcement des capacités et de réadaptation des personnes vivant avec handicap victimes de la violence armée. 14. Disponibiliser l'aide humanitaire aux autorités de l'état de siège en vue de la prise en charge effective des personnes déplacées de leur milieu d'origine et restaurer la paix le plus vite possible afin de faciliter leur retour. 15. Mettre en place des structures d'encadrement de la population dans la sensibilisation et conscientisation sur le civisme et le patriotisme. 16. Enfin, mettre en place des mesures d'intervention sociale à caractère urgent en vue de favoriser la scolarisation des enfants des déplacés de leur milieu naturel. Telle est la compétence du rapport de votre commission maintien de l'état de siège. Nous invitons à ce micro le président et le rapporteur de la commission de réalisation de l'état de siège. Honorable député nationaux pour la nation, sénateur, estimés participants à cette assise. Ceci est le rapport de la commission en qualification de l'état de siège. Introduction. Dans le cadre des travaux de la table ronde sur l'état de siège décrétée dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, 3 commissions avaient été constituées, notamment le maintien, la requalification et la levée de l'état de siège. Le présent rapport fait la synthèse des discussions qui ont émergé dans la commission requalification de l'état de siège. Du déroulement des travaux. A. La composition du bureau. Il a été désigné consensuellement l'honorable Piroto Grégoire, votre serviteur, comme modérateur, assisté par M. Maoulé Pierre Yambel, lors de la rentrée de l'état de siège, par le professeur Jacques Loli. Enfin, la parole a été accordée pour à tout moment dans la plénière pour avis et argumentation. C. Du débat sur l'option relative à la requalification de l'état de siège. Une divergence de vues est apparue pendant le débat sur la nécessité ou non de redimensionnement de l'état de siège. Prenant en compte la recommandation du chef de l'État dans son discours d'ouverture, c'est de prendre la mesure, la vraie, de la situation tout en rappelant une sorte élevée de responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. Les participants ont jugé utile de confronter les différentes propositions contenues dans le terme de référence
à la légalité, à la légitimité et à l'évidence des faits sur le terrain. Du redimensionnement constitutionnel et juridique. La majorité des participants a constaté à faire vite que l'état de siège n'est pas encore encadré par une loi, comme le veut la Constitution, en son article 85 alinéa 3. Par conséquent, le redimensionnement d'une mesure dont les contours n'ont jamais été définis légalement devient synonyme de navigation à vue qui vont conduire à la dérive. Du redimensionnement stratégique et opérationnel, voire tactique. De l'appréciation des participants, cette recommandation a bénéficié du soutien de la majorité à condition que sa mise en œuvre rentre dans le cadre strict des missions régaliennes de l'armée, indépendamment de tout régime institutionnel. Du redimensionnement spatial. Cette approche ne paraît pas pratique dans la mesure où les faiblesses décriées au sujet de l'état de siège sont également valables dans les entités inférieures aux provinces, étant donné que ce régime spécial est en vigueur juste dans les territoires, les villes et les communes. Du redimensionnement politico-administratif organique. La population étant déjà hostile et fatiguée par l'état de siège, du redimensionnement politico-administratif organique. La population étant déjà hostile et fatiguée par l'état de siège, elle n'est plus disposée à accueillir un régime similaire. 3. Recommandations. Au regard des considérations légales, politiques et sociales, les recommandations suivantes ont été formulées. La majorité des membres de la Commission a relevé la difficulté sur le plan juridique de l'option relative à la requalification de l'état de siège au regard des enjeux de l'heure. Votre Commission recommande le renforcement des effectifs militaires et policiers, le renforcement de la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité par la dotation d'une logistique adéquate, l'amélioration des conditions sociales des militaires, l'unification du commandement des opérations dans chaque province. Le présent rapport a été adopté après vote par 38 voix pour, 4 contre et 2 abstentions. C'est appris à ça le 15 août 2023. Le rapporteur honorable Adjaroua Daradjek Samuel, le modérateur honorable Kirotomo Grégoire. Je vous remercie. Et le rapporteur de la commission qui a examiné la levée de l'état de siège. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, chers participants et diplômés invités, la commission chargée d'examiner la thématique levée d'état de siège tel que orienté par le secrétariat exécutif de ces assises, s'est réunie dans la salle de spectacle du Palais du Peuple afin de se livrer à l'exercice lui conféré dans la mission du confrère. Cette commission, dont la liste se trouve sans doute en annexe, a bénéficié de la facilitation de l'expert venu de la présidence
est délégué par le secrétariat exécutif à la personne de M. André Lomo Kwete. La commission a d'abord procédé à la mise en place de son bureau, composé de votre secrétaire Fabrice Bandelonga qui vous parle, président et modérateur, M. Placide Zanima, vice-président et co-modérateur, M. Prince Honorable Prince Kayindi, rapporteur, et Mme Neema Samo, rapporteur adjoint. Nous avons bénéficié de la documentation générale du secrétariat exécutif, constituée notamment de la Constitution de la République, des termes de référence tels que déjà édités par le comité des travaux préparatoires, ainsi que des ordonnances portant respectivement proclamation et mesures d'application de l'état de siège. Suite à une méthodologie efficace et concertée, nous avons procédé à l'examen, à l'amendement des causes de la persistance des conflits armés à l'est de la République. Nous avons ensuite procédé à l'examen et à l'amendement de l'argumentaire à faveur de la levée de l'état de siège. Nous avons après procédé à l'examen et à l'amendement des recommandations déjà proposées par le comité chargé des travaux préparatoires en termes de texte maximum. Sans doute, les travaux se sont déroulés dans un climat de sérénité et ont abouti au résultat qui se résume à ces mots. La levée pure et simple de l'état de siège et le retour à la décision traditionnelle à respecter l'ordre constitutionnel. Le rapport ayant été soumis au vote, si ça n'en a six participants, ça n'en a 5 ont voté oui. Aucun participant n'a voté non. Un seul participant s'est abstenu. Sur cette note, j'invite donc le rapporteur de notre commission de nous livrer la teneur de notre rapport. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est avec votre autorisation que j'aimerais présenter le contenu du travail de votre commission, en lien avec la levée de l'état de siège. Je suis honorable Prince Yann Kamon, député provincial du Nord Kivu, élu du territoire de Volcan. Excellence, le groupe thématique levé de l'état de siège a commencé par rappeler les causes principales des conflits armés persistants dans la partie orientale de notre pays, la République démocratique du Congo. Et parmi ces causes, je cite 1. La problématique d'identité et de la nationalité. 2. La problématique des conflits fonciers, de la recherche et de l'occupation des terres. 3. La problématique du leadership et de la recherche du pouvoir coutumier et étatique. 4. L'extension des zones de conflit en Ituri et dans les territoires du Nord Kivu, mais également vers les provinces du Haut-Volé et de la Tchoko, pourtant non atteinte avant l'état de siège. 5. L'accroissement de la confusion dans la chaîne de commandement des opérations, rendant inopérant l'état de siège, avec l'enchevêtrement de plusieurs instances de commandement, zone de défense, région militaire, gouverneur militaire de province, commandement de forces mutualisées, des forces régionales, ERC, le dévoilement et la polarisation des autorités de l'état de siège et sur des questions de gestion administrative et financière de l'outil civique au détriment des priorités sécuritaires et des objectifs opérationnels.
cesse de provoquer les comportements populaires. 8. La dégradation de la situation sécuritaire depuis l'instauration de l'état de siège. 9. La dégradation de la relation civilo-militaire rendant hypothétique le système de l'état de siège, faute d'adhésion et d'appui populaire. 10. Les violations multiples de droits humains rendant impopulaire l'état de siège, notamment l'emplacement des tueries, des arrestations arbitraires et la détention illicite des défenseurs des droits humains, des incendies de maisons et des véhicules, le pillage des biens et marchandises des populations, la restriction à la liberté de la presse, celle des réunions spécialement dans le contexte électoral actuel, ainsi que l'absence de protection des personnes vulnérables. Bon. La justice et l'absence de protection des personnes vulnérables. Bon. La justice militaire, instituée pendant l'état de siège, est expéditive contre les populations civiles. Et le fait d'amplifier les sentiments dirigés parmi les populations qui la considèrent comme un système autocratique, mis en place pour le réprimer. Cette situation favorise aussi la surpopulation des milieux carcéraux. 12. Immixtion des autorités de certaines autorités militaires dans l'administration judiciaire et foncière. 13. L'affairisme à outrance. L'affairisme à outrance constaté dans les chefs de certains officiers de forces armées par l'exploitation des ressources naturelles comme le bois, le cacao, l'or et les commerces. 14. Découragement des opérateurs agricoles par des attaques récurrentes pendant la période de récolte qui contribue non seulement à la baisse sensible de la production agricole, l'augmentation de l'insécurité alimentaire sur toutes les régions de la province, avec des effets collatéraux dans les provinces environnantes. L'entrepreneuriat n'en est pas épargné. 15. Le militaire des officiers impliqués dans le détournement de fonds et de biens militaires et suspectés de collaboration avec l'ennemi. 16. La faiblesse des effectifs militaires et policiers. 17. Les équipements inadéquats et une faible logistique qui pourrait imposer à faire face à la progression exponentielle des aéronaves et lieux de droit. 18. Une faible prise en charge des militaires engagés sur les différentes lignes de front. La coordination entre militaires et civils dans la cité entraînant une complicité négative, des violations des droits par les militaires et l'affaiblissement de l'armée. 20. Les chevauchements et ou l'ambiguïté dans la gestion des opérations ordinaires et celle de la mutualisation des forces entre les FARDC et la langue gauloise. 21. L'augmentation des sites, du nombre de déplacés de guerre sans assistance et des enfants de la rue face à l'incapacité des autorités de l'État de siège à assurer globalement la protection. 22. L'augmentation des coûts des locaux, encore disséminés dans les territoires de les provinces de l'État de siège, entraînant la fragilisation de l'État. 23. La progression exponentielle des affaires et des droits. 24. La destruction des infrastructures socio-économiques de base. 25. La forte concentration des militaires dans les sites miniers. 25. La forte concentration des militaires dans les sites miniers et l'accroissement de l'exploitation transfrontalière dans la
de l'État. J'ai cité l'accroissement des spoliations des biens de l'État décrivés par certains alimentaires de l'État de ciel. 27. Les différences et où l'état d'intervention des autorités de l'État de siège en cas de démonstration faite par la population. 28. Implication de certaines autorités militaires de l'État de siège dans les tracasseries et rassemblements de population. 21. Des ordres clients constatés dans les régimes financiers occasionnant une instauration des impôts, droits, taxes, redevances et même le recouvrement militarisé en violation de la procédure de l'environnement. Incapacité des autorités militaires à mettre fin aux barrières qui, du reste, se sont multipliées pendant la période de l'état de siège. La période prolongée de gestion exceptionnelle, caractérisée par des restrictions et libertés, et droits fondamentaux à la province du Nord Kivu, en l'occurrence, opération Kinga 1 et 2. Ce qu'on a 1 et 2. État d'urgence sanitaire avec Ebola et Covid. État de siège. Éruption du volcan. Impact négativement à la vie socio-économique, environnementale et politique de la province et affecte le développement et l'épanouissement des jeunes et femmes. Je suis presque à la fin. L'incapacité des autorités de l'État de siège à lutter contre l'infiltration et la porosité des frontières. Cela a entraîné l'occupation du territoire du jour, y compris les massifs de migratoires au Canada de siège. 33 enfin, la pérennisation de l'État de siège constitue non seulement une menace contre les bons fonctionnements de les provinces non concernées par la Russie, mais aussi elle détourne la nation militaire des solutions. Les solutions de défense et de l'intégrité du territoire national fait des ambitions politiques. La pérennisation de l'État de siège constitue non seulement une menace contre les bons fonctionnements de notre province non concernés par la Russie, mais aussi elle détourne la nation du militaire des solutions de défense de l'intégrité du territoire national comme des ambitions politiques. C'est là constitué l'envers contre la République. Pour terminer avec les recommandations. Après la revue des causes des conflits et des arguments avancés pour la levée de l'état de siège, le groupe thématique est regarde les recommandations suivantes. Votre attention. La première recommandation. Je disais bien, la première recommandation de la Commission. La levée immédiate de l'état de siège. Et l'application de la loi sur la libre administration des provinces par la réhabilitation des autorités politiques élues dans les deux provinces de Tuli et du Nord-Kivu. Deuxième recommandation. Laisser aux forces de défense et de sécurité congolaises ainsi que les services spécialisés renforcer, soutenir et équiper de se concentrer et s'occuper de leurs missions traditionnelles en l'accompagnement de la gestion politique et de l'administration publique. Car, en effet, les actions militaires qui ont permis dans le passé de résoudre les violences et crises n'ont pas exigé la proclamation de l'état de siège. C'est le cas, bienvenue en 2013,
avec l'opération Homme Orange et autres opérations qui se collent pour l'imposition de la 3. Créer un cadre de concertation et de suivi permanent pour la paix et la sécurité en province, qui sera constitué par les délégués du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale, du chef coutumier et des forces vives. 4e recommandation, doter les PDDSS des animateurs crédibles, acceptés par toutes les parties pénales, et le rendre, c'est-à-dire ce programme, le rendre opérationnel à tous les niveaux dans un temps record. 5e recommandation, renforcer les capacités opérationnelles de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres pour démanteler urgemment les réseaux de trafiquants d'armes et lutter contre les mines et engins explosifs. 6. Déclarer les programmes de l'Utulu et du Nord Kivu zone sinistrée. Et les dommages collatéraux liés à la guerre nécessitent une assistance spéciale du monde. 7. Restaurer l'autorité de l'État sur toutes les familles de territoires jadis concernés par l'état de siège, notamment dans les territoires de Rutshuru et de la Sicile. 9. Procéder à la démilitarisation des sites miniers et mettre en place le mécanisme visant à lutter contre la fraude et la compétence minière. 9. Évaluer en urgence toutes les opérations militaires menées et les accords de coopération militaire avec les organisations internationales, régionales et pays voisins. Promulguer et publier au journal officiel la loi sur la réserve de l'armée de la défense nationale. Et enfin, accorder une mesure de grâce à tous les acteurs de la société civile et des défenseurs des droits humains arrêtés pour aller Merci pour toutes ces interventions particulières. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous voici arrivés au terme de nos travaux de ce jour. Qu'il plaise à présent à votre haute autorité de bien vouloir prendre la parole pour le monde des remerciements. Honorable députés, nationaux et provinciaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement tant national que provincial, mesdames et messieurs les délégués, membres de la société civile, de la FEC et des différentes forces vives des provinces de l'Itourie et du Nord Kivu en particulier, mais ici les représentants de toutes nos provinces, la question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo étant une question hautement nationale. Bonsoir à tous, chers délégués. Alors, nous voilà arrivés, je vais dire, à la dernière étape du programme qui avait
hier, après l'ouverture des travaux par son Excellence M. le Président de la République, et ensuite la mise en place des commissions selon les thématiques qui avaient été retenues par le comité préparatoire, les termes de référence et les différents éléments remis aux délégués, la désignation des modérateurs et rapporteurs de ces commissions, et finalement la présentation de ces rapports ici ce soir. Mon propos ne sera pas long. Ici, je voudrais simplement mentionner que chaque fois que nous nous adressons à son Excellence M. le Président de la République, nous faisons toujours usage de cette formule consacrée en disant avec tous nos hommages les plus déférents. Cela signifie que tout ce que nous faisons en face de lui doit l'être avec le plus grand respect et surtout avec la plus grande fidélité. Les honorables députés nationaux et provinciaux et ceux qui ont eu l'opportunité d'être avec moi dans les différentes missions de rapport présentées à son Excellence M. le Président de la République ont dû chaque fois remarquer que j'ai toujours insisté sur la fidélité des rapports qui doivent être présentés à son Excellence M. le Président de la République. L'exercice auquel nous venons de nous livrer, c'était pour garantir la fiabilité des rapports qui ont été rédigés au niveau du modérateur et des rapporteurs de différentes commissions. Et je crois, sans me tromper, qu'à l'écoute des différents applaudissements que nous avons eu dans la salle, lorsque nous avons eu les présentations de ces divers rapports, bien que peut-être pour des points particuliers, cela était plus que d'autres, mais dans tous les cas, ont témoigné de la fidélité, en tout cas rapportée au niveau de chaque commission. Et je vais considérer qu'à partir de ce moment-là, vos acclamations comme étant des adoptions de ces rapports présentés par cette Ensuite, je vais rappeler que le travail qui est fait ici, et je dois saluer la participation active de tous les délégués à ces travaux. Certes, un échantillon de la République que nous avons ici ce soir dans la salle des congrès du Palais du Coq, temple de la démocratie, comme on l'appelle si bien. Cet échantillon, certes, qui est là, mais qui a une haute responsabilité et une lourde tâche dans l'accompagnement des institutions de la République, à savoir la présidence de la République, le gouvernement et les autres institutions, sur la destinée de cette question de la sécurité à l'est de la République démocratique. Donc, nous le prenons effectivement avec vous tous, avec tout le sérieux que cela implique. Et donc, ces rapports sont destinés désormais au secrétariat public qui doit préparer un rapport final qui reprend fidèlement ce qui aura été dit au niveau des différentes commissions, que ce soit au niveau des constats, tout comme au niveau des recommandations. Et cela, bien sûr, à la haute attention de son Excellence M. le Président de la République. Nous aurons fait œuvre utile, bien sûr, d'avoir ces échanges ici en toute liberté, parce qu'il s'agit surtout de démocratie ici et de nos populations, et de leur voix qui doivent être entendues. Et demain, bien sûr, ce travail de compilation sera finalisé au niveau du secrétariat technique, de manière à ce qu'un rapport précis et fidèle soit transmis à son Excellence M. le Président de la République. Alors pour ce soir, il me soit permis de vous remercier pour le travail ardu que vous avez tous effectué. Je souhaitais
un bon repos et vous dire simplement à demain pour la poursuite et la conclusion de nos travaux. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition spéciale consacrée sur la table ronde d'évaluation de l'état des sièges ici dans sa deuxième journée consécutive dont les différentes délégués de la société civile provinciale mais également nationale, l'Assemblée nationale, les Sénats, la primature et toutes les institutions qui accompagnent le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi en tête de la RDC tout entière. Merci parce que vous étiez très nombreux, vous venez de suivre dans cette grande édition spéciale basée dans cette deuxième journée consécutive sur les travaux qui s'est fait à retenue essentiellement qu'il y a 3 commissions qui sont en train de travailler en ce moment même ici à l'Assemblée dont ils vont terminer par présenter un rapport, la commission des réqualifications de l'état des sièges mais également la commission de la levée de l'état des sièges et la commission de la maintien de l'état des sièges. Toutes ces 3 commissions présenteront un rapport global au Premier ministre et le Premier ministre à son tour, Jean-Michel Sama Lukonde, présentera également un rapport au président de la République. Félix Tshisekedi Tshilombo à son tour va prendre une décision discrétionnellement étant que président de la République afin de mettre fin à cet état des sièges, soit maintenir l'état des sièges, mais un tout petit rappel pour le bon fonctionnement des institutions de la RDC, seulement si le président de la République maintient avec les consensus qui vient de faire l'unanimité qui sera sanctionné à l'issue peut-être de ces travaux de 72 heures ici à Kinshasa par un communiqué, c'est-à-dire si le communiqué va dans le sens qu'il faut qu'il ait le maintien de l'état des sièges, alors rassurons-nous qu'il y aura un souci sur la convocation des processus électoraux prévus pour le mois de décembre de l'année en cours. Mais dans les cas contraires, qu'il y aura la levée de l'état des sièges, c'est-à-dire il y aura le processus électoral apaisé selon la constitution de la République démocratique du Congo. On ne peut pas convoquer l'électoral seulement si quelques provinces sont sous l'état des sièges ou bien sous l'emprise de l'ennemi. Depuis un certain temps, il y a plus de décennies, la République démocratique du Congo est menacée par les différents groupes armés, mais également quelques pays voisins qui soutiennent les évolutions des différents groupes armés dans la partie Est, précisément pour vous ramener, très chers téléspectateurs, mais également fidèles abonnés du groupe Média Top 243 News et www.top243news.com. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mardi 15 août 2023. Merci pour votre attention. Un clin d'œil spécial à Shadrach qui nous a assisté pour vous apporter cette belle image pour l'édition spéciale autour de la table ronde de la levée de l'état des sièges. Merci, à très bientôt dans un nouveau numéro d'Actu dans le groupe Média Top 243 News. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.